Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, toujours dans le chapitre de l'asthme. Donc, après les quatre parties où on avait vu la physiopathologie de l'asthme, leurs symptômes cliniques, diagnostics et leur forme. Donc, maintenant on va aborder l'asthme en urgence ou l'exacerbation de l'asthme. C'est le cours de Dr Adila. Toujours vous allez trouver le support dans la description pour télécharger. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment à Instagram. Toujours chers collègues, maximum de j'aime, maximum de partage et on commence. Donc, les objectifs de cette partie qui sera dédiée sur l'asthme en exacerbation, ou bien si on peut utiliser le terme AAG, on va voir ça dans quelques plaques. L'asthme aigu grave, la nouvelle nomenclature. Donc, les objectifs, c'est de connaître les différentes présentations d'asthme bronchique en urgence. On avait vu l'asthme maladie. Dans cette partie, on va voir la crise d'asthme dans la forme sévère. Crise d'asthme sévère ou l'asthme en urgence. Évaluer la sévérité de l'exacerbation d'asthme, toujours en état d'urgence. Rechercher les facteurs de risque d'un asthme aigu grave, AAG, c'est la notion d'AAG. Anciennement, elle a été appelée l'état de mal asthmatique. Maintenant, on associera le terme là, gardez-le en tête, asthme aigu grave ou AAG. Et bien sûr, dernièrement, traiter et prévenir ces exacerbations d'asthme bronchique qui sont dues fréquemment à une mauvaise ou une mal observance. Et on va aborder le traitement de fond de l'asthme dans les prochaines parties. Donc, on va suivre le plan suivant. Commençons premièrement par quelques définitions. Donc, on dira une exacerbation d'asthme bronchique, c'est-à-dire une augmentation qui est progressive des symptômes de la maladie d'asthme ou bien de la crise, mais sans retour à la normale. Avec, ça c'est à retenir, avec une diminution progressive de la fonction respiratoire, diminution du peak flow, de DEP, inférieur à 30%. Tout ça, on avait vu dans la clinique. Et bien sûr, on parlera dans l'asthme d'une obstruction bronchique, donc un trouble ventilatoire obstructif. Gardez ça en tête, nous sommes toujours dans les TVO, dans les troubles ventilatoires obstructifs. C'est par obstruction. Première cause, c'est notre intitulé comme premier chapitre, l'asthme. On va voir ensuite BPCO, toujours dans les troubles obstructifs. Et notez bien la gravité, comme on a vu précédemment dans les formes, elle est variable. Donc légère, modérée, sévère, voire très sévère ou bien grave qui est menaçante. Donc, une exacerbation de l'asthme, c'est une aggravation des symptômes ou des crises sans retour à la normalité. Donc, c'est pour cela rechercher les facteurs déclenchants. Une diminution qui est progressive, bien sûr, sans amélioration des fonctions respiratoires. On notera l'exacerbation du trouble ventilatoire, je répète, obstructif, et elle peut être menaçante, voire sévère, voire même très sévère. Maintenant, deuxième terme que vous êtes censé de le garder en tête. Donc, c'est l'asthme aigu grave. Donc, je répète, anciennement, elle a été nommée l'état de mal asthmatique précédemment. Maintenant, on associera le nouveau terme. Donc, on ne parlera pas d'un état de mal asthmatique. On dira asthme aigu grave. En anglais, c'est life-threatening asthma. Donc, elle a remplacé ce terme-là, il a remplacé l'asthme ou bien l'état de mal asthmatique. Et l'asthme aigu grave se définit. Donc, ça, c'est à retenir. C'est une exacerbation inhabituelle, gardez-vous bien tous ces termes, avec une obstruction, je répète, trouble obstructif bronchique, qui est particulièrement sévère. Dans ce dernier-là, ce qui caractérise l'asthme aigu grave, c'est la notion de DEP. Donc, vous voyez l'enchaînement du cours. Donc, on notera un DEP, un débitmètre de pointe, qui est inférieur à 30% de la théorie. Et bien sûr, il pourra mettre en jeu le pronostic vital à court terme. Donc, on parlera d'urgence devant un asthme aigu grave, un trouble ventilatoire avec un DEP inférieur à 30%. Donc, vous êtes dans ce cas-là dans un état d'urgence, une asthme ou bien un asthme aigu grave. Notez ces nomenclatures bien, peuvent s'agir des questions d'examen. L'intérêt de la question. Donc, vous allez voir les chiffres énormes. Donc, l'exacerbation de l'asthme, c'est l'un des motifs les plus fréquents au cours des urgences. Donc, en France, on note 50 000 à 100 000 patients qui vont faire une crise d'asthme aigu ou bien un asthme aigu grave qui justifie une hospitalisation en urgence. Vous voyez les chiffres. Et environ 10 000, 10 000 patients parmi ces derniers sont hospitalisés en réanimation
et 1000 malheureusement, ils ont fourni d'une ventilation chaque année et peut être mortelle. Le diagnostic, il est parfois difficile. Souvent, il est bénigne. L'exacerbation de l'asthme, souvent, elle est bénigne, mais elle est potentiellement dangereuse. Donc, elle pourra compromettre le pronostic vital, mettre en jeu le pronostic vital. Et là, c'est l'intérêt de la prévention qui se pose. On va voir ça en observance du traitement de fond, éviter les allergènes, éviter les facteurs déclenchants, et vous allez voir une mauvaise observance à ces mesures-là chez les patients asthmatiques, malheureusement. Donc, c'est un thème fréquent d'hospitalisation en pneumologie. Il peut aller jusqu'aux mesures de réanimation, voire une ventilation artificielle, une ventilation mécanique. Généralement, ces crises d'asthme, ils sont bénignes, donc ils sont légères, mais ce qui nous intéresse dans cette partie-là, c'est l'AG, l'asthme aigu grave, la crise d'asthme dans sa forme sévère. Maintenant, le diagnostic. Donc, c'est tout ce qu'on a vu précédemment dans la clinique. Donc, les symptômes de l'asthme. Donc, vous voyez, motif de hospitalisation grave, voire même en réanimation. Donc, troisièmement, le diagnostic positif de l'exacerbation. C'est tout ce qu'on a vu dans la partie clinique. Donc, le diagnostic de l'asthme reposera sur le critère signe clinique et bien sûr signe fonctionnel. Comme signe clinique, c'est la fameuse triade. J'espère que vous avez la retenir depuis la fois passée. Donc, c'est la dyspnée et les sibilants. Donc, le sifflement, si ça siffle, ça c'est de l'asthme. Bien sûr, après, éliminer d'autres pathologies sifflantes. Donc, parfois, c'est de la bronchite, je répète, qui est sévère. Parfois, c'est un œdème aigu du poumon, peut siffler, voire la BPCO, notre prochain intitulé. Bien sûr, diagnostic après, éliminer tout diagnostic différentiel. Soit l'OAP, soit la BPCO, soit la bronchite sévère ou bien la bronchite chronique qu'on a déjà cité précédemment. Donc, la triade, dyspnée, sibilant et signe de détresse respiratoire, un trouble ventilatoire de type obstructif. Donc là, vous allez poser le diagnostic de l'asthme de façon clinique. Les signes fonctionnels, on a le recours qu'à un seul examen paraclinique qui fait partie, je répète, de l'examen clinique, c'est la débimétrie. Et on va voir un effondrement de la débimétrie de pointe. Et le débit expiratoire de pointe, il sera inférieur à 30%. Donc, devant ces paramètres, j'ai un patient en détresse respiratoire, 6 bilans, dyspnée grave, un DEP qui est inférieur à 30%. Donc là, le diagnostic positif dans l'exacerbation, il est mis par certitude. Donc, je répète, un patient qui vient par complaint, bien qui se complaint de détresse respiratoire, 6 bilans, la triade, dyspnée grave, vous allez faire un débitmètre expiratoire de pointe qui sera effondré. Donc, malheureusement, il s'agit d'une exacerbation grave de l'asthme. Il s'agit d'un asthme aigu grave. Donc, suite à ça, vous allez faire l'évaluation de la sévérité de l'exacerbation. Et cette gravité, elle est liée à l'importance de l'obstruction des voies aériennes supérieures. Donc, premièrement, devant la clinique, je répète, signe de lutte, détresse, et le cyanose, donc ça c'est clinique. Deuxièmement, ça c'est à retenir. Donc si on vous pose la question, quel est le critère le plus objectif, donc la clinique peut être subjectif par le patient, le critère le plus objectif de sa juridiction, je répète, critère le plus objectif d'une crise, ou bien d'une sévérité d'une exacerbation de l'asthme, c'est le DEP. Et le critère le plus objectif de la sévérité, un DEP inférieur à 30%. Donc, ça évoquera directement une crise d'asthme ou bien un asthme aigu grave. La clinique peut être subjective, la gazométrie plus ou moins, mais je répète, si on vous pose la question, c'est la débimétrie qui sera l'examen le plus objectif pour donner ce diagnostic. Cette évaluation elle sera faite bien sûr dès que l'arrivée du patient aux urgences, surtout 15 bien 10 à 15 minutes après la prise du bronchodilatateur. C'est les bêta-2 mimétiques et on va voir ça dans le traitement. Donc les bêta-2 mimétiques, c'est le traitement de crise, le traitement d'urgence. Généralement, l'asthme, il est réversible après l'administration des bêta-2 mimétiques, mais dans certains des cas,
on va noter une mauvaise amélioration de ce débimétrie, ce DEP, qui, je répète, le critère le plus objectif pour dire qu'il s'agit d'une crise d'asthme grave. Donc là, la débimétrie, donc c'est après cette prise des bronchodilatateurs que vous allez constater une mauvaise amélioration du débimétrie expiratoire. Donc, deux critères cliniques plus un critère fonctionnel, ça c'est suffisant pour classer l'exacerbation dans la gravité ou bien dans la catégorie la plus élevée de sévérité. Donc, si vous avez par exemple comme signe clinique, donc une dyspnée grave ou bien des sibilants, donc un sifflement qui va être entendu de loin. Donc, chez certains patients qui sont dans une exacerbation sévère, vous allez entendre le sifflement sans faire le recours au stéthoscope. Ça va être entendu de loin. Donc là, vous pouvez directement dire qu'il s'agit d'un signe clinique d'une gravité de crise d'asthme. Autre exemple, c'est la dyspnée grave. Donc, devant une dyspnée signe de détresse respiratoire, signe de tirage, le recours vers les muscles respiratoires accessoires. Donc ça, c'est parmi les critères cliniques d'une crise grave sévère. Et bien sûr, on a le signe fonctionnel le plus fidèle, le plus objectif. C'est le débitmètre, le DEP, débit expiratoire pulmonaire, qui sera inférieur à 30%. Donc deux critères cliniques plus un critère fonctionnel, ça serait suffisant. Vous allez poser le diagnostic de certitude d'une crise d'asthme, d'un asthme aigu sévère. Donc, administrer le patient en urgence, donner des bêta-2 mimétiques. 10 après 15 minutes, là, vous allez évaluer la gravité de cette crise. S'il s'agit de deux critères cliniques et un débitmètre qui est effondré, donc là, nous sommes devant une crise grave, asthme, bien un AAG, un asthme aigu grave. Suite à ça, dans votre conduite à tenir, vous allez passer à l'anamnèse, où vous allez rechercher les facteurs de haut risque d'un asthme aigu grave. Premièrement, recherchez les facteurs socio-démographiques, donc des conditions socio-économiques défavorables, la précarité, les difficultés d'accès aux soins, tout ça ce sont des signes de gravité. Deuxièmement, un titre très important à rechercher dans l'anamnèse, c'est l'histoire de l'asthme. C'est ça bien, les critères de gravité dans l'histoire de l'asthme, c'est les critères d'intubation précédente pour l'asthme aigu grave, donc une deuxième récidive. Ça serait un critère de haut risque de cette crise. Deuxièmement, j'espère que vous allez noter ça, c'est fréquemment posé comme thème d'examen. Deuxièmement, s'il s'agit de plus de 2 hospitalisations aux consultations aux urgences dans l'année précédente. Donc, si vous avez dans votre cas clinique un patient qui a eu la notion d'intubation par une crise précédente asthme, s'il s'agit plus de 2 hospitalisations dans l'année, ou bien une hospitalisation aux consultations aux urgences juste le mois précédent, donc une récidive rapide, après juste un mois d'avoir une crise d'asthme grave, ou bien un asthme aigu grave, ce patient, il a eu une deuxième crise juste dans un intervalle d'un mois. La notion de pneumothorax, pneumomédiastin au cours de l'asthme grave, on va voir ça dans les complications. Et bien sûr, la maladie ou bien les maladies cardiaques ou respiratoires sévères qui sont associées, par exemple, le cœur pulmonaire chronique. Donc, on récapitule. Si un patient il a eu des intubations, bien une intubation précédente pour l'asthme grave, et il a une deuxième crise, donc cette fois-là, c'est parmi les critères de haut risque. Donc, si on vous pose la question, citez parmi ces derniers les critères ou bien les signes qui sont en faveur d'un haut risque d'asthme sévère. Donc, c'est l'intubation précédente, l'asthme aigu grave, c'est au moins ou bien plus de 2 hospitalisations dans l'année précédente. Ce patient va être classé dans la case de haut risque d'asthme grave. La notion du pneumothorax ou pneumomédiastin, critère de gravité de cette crise, et l'association de maladies cardiaques ou respiratoires sévères associées à cette crise d'asthme ou bien de cet asthme aigu grave. 4 critères, bien 5 critères que vous êtes censé à retenir ou bien à les garder par cœur. Bien sûr, les
La notion d'hospitalisation aux urgences juste le mois précédent. Donc là, les crises d'asthme, ils sont en train de s'exacerber de façon qui est rapide. Donc un mois entre crise et l'autre. Et parmi les critères au risque de grasme, ou bien d'asthme grave. Autre critère à rechercher dans votre anamnèse, c'est la consommation de bêta-2 agonistes ou de corticothérapie orale. Un patient, ou bien une crise d'asthme qui a le recours, on va voir ça dans l'évaluation ou bien le contrôle de l'asthme. Une surconsommation de bêta-2 agonistes, plus de 2 flacons par mois. On parlera d'asthme qui est résistant ou bien un asthme qui nécessite le recours au bêta-2 agonistes, plus de 2 flacons par mois. Donc là, c'est le critère. Bien, cette crise d'asthme est à haut risque. La notion de consommation de corticothérapie orale au long cours ou bien un sevrage récent. Donc le sevrage de la corticothérapie se fait progressivement. Donc parmi les causes de déclenchement de crise d'asthme, notez ça bien, c'est le sevrage de la corticothérapie orale de façon brutale. Et la notion, ça on avait vu précédemment dans les formes typiques ou bien dans les formes particulières de l'asthme, on avait dit le syndrome de Vidal en cas d'intolérance à l'aspirine ou aux INS et on avait dit que la triade de Vidal ou bien le syndrome de Vidal était parmi les crises d'asthme qui peuvent être potentiellement graves, voire mortelles. Donc les critères de gravité, une consommation de bêta-2 mimétique de façon accrue, on parlera d'asthme non contrôlé, la corticothérapie au long cours ou bien un sevrage brutal qui peut déclencher une crise d'asthme grave et le syndrome de Vidal qu'on a vu précédemment. Donc allergie à l'aspirine, asthme avec des polyposes nasales. Faites attention, vous êtes devant un patient dans un état clinique qui est grave, un terrain particulier, la triade ou bien le syndrome de Vidal, il est potentiellement grave. D'autres facteurs à rechercher, donc c'est les facteurs sociaux, psychologiques, donc la notion de psychiatrie, ou bien les problèmes psychologiques graves, ça va déprimer les centres respiratoires, la non-compliance au traitement ou au rendez-vous. Vous allez voir que la malobservance de traitement de l'asthme est parmi les causes les plus fréquentes ou bien majeures causes d'exacerbation. Le déni de la maladie, surtout on avait dit, il s'agit des patients jeunes, des enfants. Donc, il va dénir la maladie, il va pas suivre son traitement de fond. On va voir ça dans le rôle de traitement de fond pour limiter ces exacerbations. La poursuite de tabagisme plutôt. Faites attention, il s'agit de patients asthmatiques et qui sont aussi tabagiques. Et ça va aggraver le terrain. Et ça va aggraver le tableau clinique. Et la corticophobie. Donc, un patient qui ne va pas prendre leur corticothérapie. Et je répète, les corticoïdes inhalés, c'est le traitement de fond de l'asthme qui est à respecter afin de limiter ces exacerbations. D'autres signes à rechercher, c'est la mauvaise perception de l'obstruction bronchique. Donc, un émoussement de la sensation de dyspnée. Donc, parfois, dans les terrains chroniques, cette dyspnée-là, comme la BPCO, elle sera chronique. Donc, le patient, il ne va pas lier cette dyspnée à l'aggravation de la maladie. Il va la prendre comme un syndrome banal et ça va donner l'espace, ça va donner le temps de cette crise à augmenter et à exacerber de façon grave. Donc, c'est la négligence du patient, c'est le déni de la maladie, mauvaise compliance de traitement et le terrain psychiatrique. Ce sont des terrains, bien des facteurs liés au patient lui-même. Donc, l'anamnèse, donc l'étape la plus importante toujours dans toute conduite à tenir, j'insiste sur les critères ou bien l'histoire d'asthme, la notion d'intubation précédente, plus de 2 hospitalisations dans l'année précédente, une crise d'asthme avec un intervalle d'un mois, donc c'est grave, la notion du pneumothorax, pneumomédiastin et les maladies cardiaques qui sont associées. Faites attention, donc l'arrêt de corticothérapie, tout ça sont des points forts à retenir depuis cette partie. Peut déclencher une crise d'asthme grave, l'intolérance aux INS, le syndrome de Vidal, faites attention à ce dernier, il est potentiellement grave, et un asthme qui a le recours à
Une surconsommation de bêta-2 agonistes plus de 2 flacons par mois, c'est parmi les critères de gravité. Et on va voir là les effets secondaires de la consommation de bêta-2 agonistes. Donc, ils ont des effets cardiaques et systémiques qui sont potentiellement graves. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. On va continuer la conduite à tenir devant un asthme aigu grave dans la deuxième partie. Donc, je vous remercie pour votre attention, chers amis. On va continuer cette conduite à tenir très prochainement. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.